auditeurs fidèles de Radio Planète Plus, la voix du paysan. Merci d'être branchés sur votre station préférée. Nous sommes donc à l'heure dans l'émission Agri Plus. Agri Plus, une émission de Radio Planète Plus. Et aujourd'hui, nous allons essentiellement parler donc de l'agroécologie. Pour réaliser cette émission avec Radio Planète Plus, nous sommes bel et bien en partenariat avec Grand Plateau TV et qui est en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes dans notre émission Agri Plus. Agri Plus, une émission qui parle de l'agriculture et dans son ensemble. Aujourd'hui, dans l'Agri Plus, nous parlerons essentiellement de l'agroécologie. Pendant 55 minutes, nous allons faire comprendre donc à nos auditeurs comment l'agroécologie peut être un moyen d'atténuation ou adaptation au changement climatique ou contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comment augmenter donc la matière organique du sol en réduisant l'utilisation des engrais. Voilà autant d'interrogations que nos invités tenteront de répondre dans cette émission. Pour en parler donc, nous avons dans ce studio M. Alouka Sinan, il est le directeur exécutif de l'ONG JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, et Mme Akofa Lolognon Colette, expert en développement local. Chers invités, bonsoir et soyez tous les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir. Merci de l'invitation. Merci. Monsieur Alouka Sinan, vous êtes dans l'environnement il y a si longtemps. Votre domaine, on le connaît très bien. Aujourd'hui, vous voulez donc aller quitter une agriculture classique et aller faire une transition, aller vers l'agroécologie. On ne peut pas passer sous silence les changements climatiques. Nous allons parler un peu du changement climatique avant donc d'aborder l'agroécologie. Et M. Alouka, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, quand on parle de changement climatique, on fait allusion à quoi? Merci beaucoup. Ça fait plaisir de nous retrouver sur les ondes de votre si formidable radio, une radio rurale, une radio proche des populations pour partager ce moment d'information, ce moment d'approfondissement de connaissances. Mais pour beaucoup d'auditeurs, j'estime que c'est un moment plutôt de rappel. C'est rien de nouveau. Quand nous parlons du climat changeant, du réchauffement climatique, aujourd'hui nous parlons beaucoup plus de la crise climatique. Il s'agit pour nous de nous rendre un peu à l'évidence que le climat, donc les variations de temps, de saison, ce qu'on appelle le climat, dans lequel nous vivons depuis un bon moment, eh bien, et ça subit un certain nombre de perturbations, un certain nombre de troubles. Pour que nos étudiants comprennent très bien, en milieu élevé, il y a ce qu'on appelle l'ethnoclimatologie. Nos ancêtres ont donné les noms aux mois en fonction des grandes activités agricoles. Donc, Djodje, Djom, Tedokhe, Siam Lom, Siamim, etc. C'est des noms que nos ancêtres ont donnés en fonction des activités principales par rapport à la saison. Et d'année en année, de génération en génération, quand le Tedokhe s'approche, on fait Djove, Djodje. Les gens commencent par dire ah, attention, Tedokhe revient. Donc dans le Djodje déjà, le paysan prépare déjà, il fait des broussailles, il commence à préparer les buts en vue de Tedokhe, le moment de planter le ligname, n'est-ce pas? Bien, de génération en génération, c'est comme ça. Aujourd'hui, si tu fais l'erreur de faire confiance à Djodje et tu commences à préparer, tu vas être surpris que tu vas mettre tes ignames et ça ne marchera pas en Tedokhe. Il y a eu quoi? Il y a eu ce qu'on appelle balancement des précipitations, balancement des saisons. Donc le moment de Tedokhe a dépassé un peu mars et allé à travers les mains. Avant, on devait mettre le riz en terre à Siam-Lom juillet. Dans Siam-Mémé, c'est août, en ce moment on devait faire ça. Mais aujourd'hui, si tu veux faire confiance à ça pour planter juillet-août, tu vas être surpris. Donc parfois, ça vient trop tôt, très tôt. Parfois, ça vient très tard. Pourquoi? Eh bien, ça peut dire beaucoup de choses. La variabilité climatique, le temps même change en fonction des paramètres géologiques, des paramètres atmosphériques sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. D'accord? Variation normale du climat. Mais aussi de ce dont vous parlez, ce dont nous parlons, changement climatique, il s'agit tout simplement que les actions de l'homme ont également contribué à provoquer ces changements-là dans les saisons,
dans le climat. Là, vous dites aujourd'hui que c'est l'homme est la cause du changement climatique. L'homme et les activités anthropiques, donc humaines, constituent une des raisons de ces balancements de saison, de cette crise climatique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vit plus changement climatique, on vit crise climatique parce que aujourd'hui, ces changements s'accompagnent de catastrophes, sécheresse, inondations, vents violents, tempêtes, cyclones, tsunamis, feux de brousse incontrôlés. Nous sommes dans cette ère de catastrophe. Donc, nous ne sommes plus à l'ère de changement climatique, nous sommes face à une crise climatique. Donc, les causes sont énormes. Ah oui, mais bien entendu, essentiellement, c'est quoi? C'est nos activités tous les jours, ce n'est pas les anges ni les démons qui viennent faire ça. Eh bien, quand nous adonnons volontiers à la déforestation ou l'agriculture sur brûlis, quand nous coupons les arbres, que ce soit pour le bois d'œuvre ou pour l'exportation, quand nous faisons la culture du riz, quand nous roulons de Lomé à Palimé, Pénard dans une voiture, quand nous voulons construire des maisons. Donc, c'est des activités naturelles, des activités humaines qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, si c'est dans le domaine, par exemple, d'une voiture qu'on prend à l'État pour aller à Lomé, la voiture va émettre du CO2 qui va aller exacerber le changement climatique. Si c'est une plantation de riz appelée toutou, ça va émettre du CO2. Voilà. Si tu veux utiliser les extincteurs pour éteindre les feux ou des aérosols contre les moustiques dans la chambre, ça va émettre d'autres CFC, etc., qui jouent également le rôle d'agents perturbateurs du climat. Donc, voilà les activités naturelles que nous faisons qui constituent, mais essentiellement, c'est les émissions de CO2 qui viennent de notre côté, de l'agriculture essentiellement. Voilà, avant de donner la parole à Mme Lolognon, alors qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, c'est de continuer à vivre normalement ou se mettre à l'évidence que nous sommes dans une crise. Si tu es dans une crise climatique, quand la pandémie est arrivée, mon ami, est-ce que c'est toi qui as géré ta vie? Non, l'État a vu la nécessité, face à cette urgence-là, de réglementer la vie des citoyens. Tu dis, 18 heures, rentre, c'est terminé. Boîte de nuit fermée. Nous sommes dans cette même situation de crise de climat. On a besoin que l'État, n'est-ce pas, puisse prendre des mesures radicales nécessaires. Ça, c'est le rôle de l'État. Maintenant, le citoyen, nous devons également prendre des mesures sur les données, les directives que l'État met en place, mais de façon volontariste, nous, en tant que citoyens, nous devons aussi voir comment est-ce que nous promouvons des alternatives. Oui, je vais aller à Lomé. Quelle alternative il y a? Oui, je veux faire du champ. Est-ce que je peux faire le champ de façon plus intelligente? Je veux faire le riz. Est-ce que j'ai besoin de mettre autant d'engrais chimiques? Est-ce que j'ai besoin, je vais acheter une tomate? Est-ce que je dois forcément aller jusqu'au marché de Hélé? Ou bien est-ce qu'il y a le tomate à côté? Vous voyez? Bon, maintenant, comment est-ce que j'apprends à moi, à mes élèves, à mes enfants aussi, à ma communauté, à mon ménage, à manger intelligemment, à éviter le gaspillage? Quand la récolte est là, on récolte tout. On ne laisse pas des choses au champ. Quand on prépare la maison, on mange tout. Hein? Le chocolat, on mange et on garde. Moi j'ai porté les kakis de mes grands frères. C'est arrivé en classe de terminale qu'on m'a fait kaki pour la première fois. Le recyclage, la réutilisation, la réparation, voilà, la réduction de tout ce qui est matériel. Voilà autant d'activités, de gestes que chaque citoyen, de façon volontariste, doit pouvoir prendre. Est-ce qu'on peut revenir à un climat normal aujourd'hui? Non, ce n'est pas possible. Je crains, je veux pas, mais la vérité est qu'il est trop tard et que nous sommes à une augmentation déjà par rapport à la période à l'ère industrielle de 1,2 à 1,3 degrés Celsius en moyenne. C'est ça qui provoque tout ce qu'on est en train de faire. Et selon les calculs des scientifiques, nous nous acheminons tout droit vers une augmentation de 3, 4, 5 degrés Celsius. Ça veut dire que c'est fini pour vous ramasser vos valises, aller sur Mars ou disparaître sur la planète. Et donc les Nations Unies ont dit, bon écoutez, on va faire l'effort de ne pas dépasser 1,5 ou 2 degrés Celsius. L'accord de Paris. L'accord de Paris. Nous sommes dans cette logique-là. Mais la vérité est que si tu vois
quand on a maintenant réparti la facture, tu vas payer un peu, nous nous trouvons toujours sur une trajectoire de 3-4 degrés Celsius. Mais je ne suis pas fataliste, je donne juste des estimations scientifiques et réelles. Je pense tout simplement qu'il est trop tard pour être pessimiste. Comme l'a dit Yann Atus-Breton, il est trop tard pour être pessimiste. Nous devons absolument allier à l'action la foi. La foi que oui, nous pouvons faire quelque chose, oui, nous pouvons améliorer les conditions de vie. Je ne dis pas aux gens, préparez-vous à mourir demain. C'est vrai que nous sommes devant une crise terrible. Nous sommes dans un bateau qui se dirige tout droit vers un grand iceberg. Et les capitaines sont en train de dormir. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les citoyens puissent se réveiller, chanter, danser, bon, trouver les alternatives. Nous sommes dans cette situation-là actuellement. Et donc, la neutralité, l'inaction, ça ne m'intéresse pas. Environnement, c'est pour les autres. L'heure là est terminée. Nous sommes à l'heure de l'action. Voilà. Oui, Madame Lavagnon, est-ce que l'impact de ce changement climatique sur l'agriculture aujourd'hui? Parce que nous voulons quitter une agriculture classique pour aller à une agriculture agroécologique. Et le changement climatique a plein d'effets sur l'agriculture, puisque aujourd'hui nous ne mangeons plus bien et nos produits ne sont pas sains et elles sont produits à base des engrais chimiques. Le sol est aménagé par les pesticides et tout ce qui est chimique qui détruit la terre et qui pénètre aussi dans des produits que nous mangeons et qui crée aussi des maladies autour de nous. Donc, l'agroécologie est la seule solution qui peut on ne doit pas être irréaliste, mais je ne peux pas être pessimiste. Moi, je suis toujours optimiste. Dieu aidant, avec l'agroécologie, nous pouvons arriver à une transition et voir même un changement climatique positif. D'accord, comme on le dit, nous voulons quitter, comme je l'ai dit, l'agriculture classique. On va passer par une transition. Monsieur Alouka, quand on parle de transition classique à l'agroécologie, expliquez-nous un peu cette transition-là. Comment ça va se faire? Bon, il faut avouer que le problème principal du monde aujourd'hui, c'est que nous avons une économie basée essentiellement sur les énergies fossiles. Le bon Dieu ou la nature nous a dotés de tellement d'opportunités, de ressources en énergie. Le soleil, le vent, la pluie, les rivières et la biomasse, donc tout ce qui est bois, tout ce qui est vert, courant végétal. Et c'est là, sur la surface, et c'est là en l'air. Alors, quand l'homme a voulu commencer à être intelligent, entre guillemets, l'homme a plutôt regardé vers le sol. Donc, cette intelligence fondée sur le sol, le sous-sol, a fait que nous sommes allés chercher les énergies fossiles, donc le pétrole et tous ces dérivés que nous avons aujourd'hui. Et l'utilisation de ces pétroles qui sont ni plus ni moins que des fossiles d'êtres vivants avant, qui ont été fossilisés. Et donc, c'est soit des hommes d'avant, nos ancêtres, c'est des bois d'avant, c'est tout ça là, allé sous terre, qui s'est fossilisé, transformé pour devenir le pétrole que nous utilisons. Or, là-dedans, il y avait le carbone. Et donc, si bien qu'aujourd'hui, nous avons une économie essentiellement basée sur les énergies fossiles, tout roule au pétrole. Si tu achètes un jean aujourd'hui, on peut te dire combien de pétrole il y a dedans, donc combien de CO2. Si tu bois de l'eau, on peut te dire combien de CO2 tu bois. Si tu achètes l'orange, il faut demander l'orange là vient d'où aujourd'hui? Ça vient du Bénin, transformé de Bénin Calavi à ici. Ok, dans la production, quelqu'un a dû acheter la semence, on a dû mettre un peu d'engrais. Donc nous avons une économie carbonée de façon excessive aujourd'hui. Et si nous voulons régler le problème du changement climatique, il est important de faire un changement radical. C'est la seule façon. Il faut faire une transformation structurelle de l'ensemble. Et parlant justement de l'agriculture, parce que l'agriculture contribue pour la plupart des pays en développement à près de 70% de nos émissions. Au Togo, les émissions essentielles du Togo, à 80%, c'est l'agriculture. Je vais parler de les terres, l'affectation des terres, la foresterie, etc.
Donc, quand on met tout ça ensemble, c'est ce que nous émettons. Est-ce que nous allons continuer à émettre de cette façon? Non. Est-ce que nous allons pratiquer le même modèle agricole? Non. Il faut faire l'agriculture de façon intelligente. L'agriculture qui concilie le savoir-faire endogène. Nos parents faisaient l'agriculture avant, mais c'était une agriculture intelligente. Ce n'est pas face au climat, mais face à tout. L'agriculture qu'on faisait avant respectait la terre. L'agriculture respecte la semence. L'agriculture d'avant respecte le paysan. Ça respecte même l'acheteur, le client. Voyez? Et ça respecte même le produit. Si bien que quand ça vient avant de manger l'igname, on dit bon, merci beaucoup, igname, sois bienvenu. On fait Tézan ou bien Yaouza, hein, ou on fait Aïzan pour respecter le produit. Et avant, on faisait les cérémonies à la terre pour dire bon, nous allons prendre un peu de toi, ben, sois gentil avec nous cette année, etc. Donc, c'était la façon des ancêtres de démontrer leur respect pour l'environnement. Et le savoir-faire est resté avec les paysans, mais surtout les femmes. Aujourd'hui, notre façon de faire, aujourd'hui, c'est totalement, la terre est devenue comme l'espace, quoi, l'espace de tirer le maximum de produits, tout simplement, rien d'autre. Eh bien, il est important pour nous de régler la question là, de respect. Quand tu dis quelque chose de la nature, tu le redonnes quelque chose, mais en même temps, comme on le disait tantôt, nous sommes dans une crise climatique et où, comme l'a dit Julius Nyerere, ce n'est pas que si tu vas changer ou pas, c'est que si toi-même tu vas changer ou bien on va te forcer à changer. Donc la transition agroécologique, elle se fera de toutes les façons. Soit nous la faisons nous-mêmes aujourd'hui, ou bien la crise climatique va nous obliger à la faire demain matin. Donc nous voulons faire nous-mêmes, être à la base de notre transformation agricole, et pour ce faire, nous voulons aider les populations, notamment le Grand Coteau, à faire ce passage, à faire cette transition, cette transformation du modèle agricole. Aujourd'hui, l'agriculture dans le Grand Coteau, c'est basé sur quoi essentiellement? Sur des terres dégradées qui ne donnent plus rien, donc il faut le doper davantage de fertilisants. C'est fait par qui? Fait par des personnes qui sont très affaiblies, malades, les jeunes ne veulent plus aller, donc il faut mettre davantage de boosters. Nous donnons du Viagra aux terres pour qu'elles puissent donner le maximum de produits. Vous voyez, c'est le modèle productiviste dans lequel nous sommes. On a dit non, ça ne marche pas comme ça. Alors, la transition agroécologique veut dire tout simplement passer du modèle agricole conventionnel, basé essentiellement sur les lieux fossiles, parce que l'engrais, les pesticides, les produits chimiques, c'est que des produits basés sur le pétrole. C'est ça. Vers un modèle agricole plus intelligent, qui respecte l'homme, le savoir-faire local, mais aussi le savoir-faire moderne, et qui voit comment est-ce que je permets à la terre de nourrir la terre, et qu'elle puisse se remettre en place progressivement, et permet à ce que, surtout, que nous, fils de Cloto, nous consommions ce que nous produisons, et que nous mangions ce que nous produisons, et ce que nous produisons, et que nous produisons ce que nous savons manger. Et que quand on produit à Lavier, qu'on vende ça à Lavier, au maximum, on va pas terminer. Ça ne va pas aller à Lomé. Voilà. S'il est trop plein, on va faire ça. Donc voilà de quoi il s'agit quand on parle de transition agroécologique. Il s'agit de changer le modèle à travers quoi? À travers la capacitation, le renforcement des hommes, hein, les formations, à travers les institutions, les préfectures, les mairies qui doivent pouvoir être disponibles, et à travers maintenant les moyens, donc en termes de l'agroécologie avec ses bonnes pratiques. Et il y a plusieurs pratiques qu'on va pouvoir faire venir dans le cadre de cette transition. Et on l'appelle transition par passage. C'est pas comme un interrupteur TikTok et puis tu as... Non. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'actuellement, oh mon ami, on nous a conditionnés. C'est agriculture qui est avec c'est doux comme ça, c'est ça qu'on veut. Il faut mettre engrais, tu veux produire, il faut planter aujourd'hui, demain on veut récolter en même temps. Donc le système est bien huilé, nous sommes finis dedans. Et donc ça va prendre beaucoup de temps pour que même le paysan comprenne que, ah bon, je peux faire sans engrais, ah bon, je peux faire ça. Que le maire comprenne ça pas, l'élève comprenne ça pas. Donc ça va nous prendre un peu de temps. C'est pour cela qu'on parle de transition. D'accord. Madame Lolongo, je pense que M. Alouka l'a déjà largement défini, mais je voudrais, en termes clairs, revenir sur l'agroécologie. Quand on parle de l'agroécologie, on pense à quoi? Merci. Quand nous parlons de l'agroécologie, il y a le mot agro et écologie. Donc, agriculture
écologique, agriculture basée sur des critères naturels, bio, c'est bio, c'est ça. Donc, à la fin d'une agriculture écologique, il faut des résultats bien naturels, des produits naturels consommés sans maladie, par exemple. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose Non, non, Justina? c'est ça. Mais quelles sont... L'agroécologie aujourd'hui, c'est comment appliquer le mouvement ou les connaissances environnementales à l'agriculture. Et il faut qu'on dise la vérité. Il y a eu un débat dans une des réunions pour dire est-ce que c'est un retour à ce qu'on faisait avant ou bien c'est plutôt on va vers l'avant. Est-ce que c'est le passé ou l'avenir? En fait, c'est les deux. Mais il faut dire aux paysans du Grand Cloteau, pour qui nous avons beaucoup de respect, que ce n'est rien d'extraordinaire. C'est juste un mot fabriqué par les Toubabs, les Yoko. On peut même laisser ça. Ce dont nous parlons, c'est comment faire une agriculture que nous faisons toujours, hein, mais en refusant le modèle importé d'ailleurs, tout simplement. Comment est-ce que le modèle agricole d'Afrique peut permettre de nourrir des millions d'Africains sans détruire la terre, sans exploiter le paysan, au point que le paysan va faire l'agriculture et lui-même va avoir faim. Comme on dit dans un langage ivoirien, l'eau a soif. Ce n'est pas normal que le paysan ait faim. Le modèle agricole actuel ne permet pas aux paysans de Lavier, de Moussokope, de Djanipe, de Toutou, de Dani Keteme, de vivre correctement. C'est cette agriculture que nous voulons refuser. Donc, on veut faire une meilleure agriculture intelligente où le gars va être intelligent. Donc, l'agroécologie, pour ce faire aujourd'hui, c'est une science et les paysans connaissent déjà essentiellement. La science, c'est aussi des pratiques. On connaît les pratiques agroécologiques. Si vous allez chez les paysans, tu dis comment tu fais pour lutter contre les chenilles, il va te dire. Comment tu fais pour que ça pousse vite, il va te dire. Ce n'est pas les blancs qui amènent ça. Mais aussi, l'agroécologie, c'est aussi un mouvement. Donc, comment arriver, c'est des personnes qui travaillent, c'est des modes de vie, c'est la culture. Voilà. Donc, disons tout simplement, c'est l'agriculture africaine. C'est de ça que nous parlons. On peut aller à ce passage aujourd'hui sans inconvénient, sans obstacle. Oh, comme je vous l'ai dit, c'est que nous avons été conditionnés. Les Africains, nous sommes le peuple le plus résistant qui existe. Et normalement, il ne doit plus y avoir un seul noir sur la terre. On nous a déjà terminés, torturés, violentés. Ils ont tout fait. Mais Africains ne veulent pas mourir. Comme disait Vandana Shiva, ils voulaient nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des semences. L'Africain, je crois, c'est presque comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que les obstacles sont terribles au point que nous-mêmes, dans notre mentalité, quand tu vas parler, demander à Colette de travailler avec les femmes, parfois tu vas faire le travail même à la place des gens. Je viens vous aider, et in fine, c'est comme si tu fais le travail pour toi-même et ta famille. Pourquoi? Parce que le modèle colonial et esclavagiste dans lequel nous sommes nous a conditionnés à préférer manger shawarma à Beliko. Oui, à préférer aller au resto que d'aller chez la dame qui fait saumon à côté. Hein, que dans ce que je mange, ça doit être doux, il faut mettre plein de sucre, il faut mettre le lait dedans, tout ça là. Et que quand tu prépares, quand toi tu bois chouk, c'est que le pauvre. C'est celui qui boit Coca-Cola, bière, Guinness, Aouyo, c'est lui qui est riche. C'est tout le contraire. Vous voyez? Donc le frein majeur, c'est le conditionnement par lequel l'Africain est passé. 16 siècles d'esclavage, où on nous a bombardé un modèle agricole venu d'ailleurs. Ça va être, on ne peut pas enlever ça des gens de Cloteau demain matin. Deuxièmement, nous sommes dans un monde de pauvreté. Les gens veulent manger demain matin. Et toi, tu viens parler d'agroécologie. Agroécologie minaroire. Les gens veulent vivre. Donc, comment est-ce que nous allons aider les gens à améliorer leurs conditions dans un contexte? Ça va être, ça va prendre un peu de temps. Et puis, comme vous pouvez bien vous en rendre compte, nous n'avons pas les ressources financières. Pour faire ça, on a besoin de ressources pour former les gens, pour mettre en place des centres de formation, pour capaciter. Ça demande des ressources. L'argent est où? Vous voyez? Donc, ça va prendre un peu de temps, mais nous ne nous lassons pas de croire que yes, we can. Mais comme vous le dites, c'est comme l'agriculture elle-même, elle est victime et coupable du changement climatique. Oui, la vérité, c'est que le cercle est là. C'est clair que l'agriculture permet aujourd'hui le CO2 qui existe, qui est là, enfin le carbone se trouve où essentiellement?
ça se trouve dans les arbres et sous terre. D'accord? Donc, l'agriculture, donc les forêts permettent de séquestrer le carbone. Ça, c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Mais maintenant, si tu veux faire une exploitation agricole, tu vas couper l'arbre, donc le carbone dans l'arbre va s'échapper. Mais en plus de ça, c'est que le carbone qui est dans la terre, dès que tu retournes la terre, le carbone également s'échappe. Et en faisant ça, tu augmentes le problème du changement climatique. Conséquence de quoi? Le changement climatique va venir aussi faire quoi? Aggraver le problème de l'agriculture. Et ça va rendre les sols incultes. Ça va faire que, bon, voilà, tu replantes, tu n'as rien. Ou bien tu replantes, comme moi, si j'ai fait l'expérience l'année dernière, j'ai mis, enfin, l'année surpassée, j'ai acheté une gamme de Hanier, 1 300 000 francs. Puis, oh, il n'y a pas terminé. Donc, c'est bien de ça qu'il s'agit. Oui, l'agriculture subit les effets du changement climatique, mais si on veut lutter contre véritablement les effets du climat changeant, on doit également utiliser l'agriculture comme solution. Voilà, Madame Lolagnon, et est-ce que l'agroécologie peut être une solution pour le changement climatique? Oui, je viens de le penser tout de suite. La mise en pratique de ces principes agroécologiques nous permet de restaurer les sols. En restaurant les sols, en utilisant plus, en utilisant les engrais organiques et laisser les engrais chimiques, nous aidons l'environnement à retrouver sa place dans la nature. Et au niveau des sols, le sol reprend sa forme ancienne et donne des produits naturels. Des produits naturels qui sont bons pour la santé, consommables au niveau de notre santé. Et ça diminue aussi la pauvreté. Pourquoi? Parce que quand le cultivateur investit plus dans ses engrais chimiques et dans l'intention d'avoir plus de rendement. Mais à la fin, quand tu fais le bilan, ils ont toujours des faillites. Et il y a aussi, au niveau de la commercialisation, où ces cultivateurs sont trichés dans la commercialisation. Ça fait que la misère continue toujours. C'est les autres qui viennent fixer le prix d'achat. Donc, la misère continue toujours. Donc, c'est sur ces constats que l'ONG-JVE a un projet qui accompagne les groupements, les coopératives agricoles. Les coopératives, on ne peut pas dire coopératives de femmes parce que les femmes sont nombreuses dedans, mais il y a aussi les hommes dedans. Donc, c'est des coopératives agricoles où nous les offrons des appuis techniques. Donc, nous avons nos ingénieurs, nos techniciens agricoles qui les appuient, qui les accompagnent après des formations sur ces pratiques-là. Monsieur Alouka, vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que l'agroécologie peut être donc aussi une solution pour le changement climatique? Oui, il y a plusieurs solutions pour le changement climatique. L'agroécologie vient soutenir ces solutions-là. Contre le changement climatique, il y a à réduire les émissions. Il y a des modifications technologiques à apporter. Si par exemple on peut trouver des voitures qui utilisent 1 litre d'essence, l'ammoniac balimé, vous voyez, ça fait 9 à 15 litres, bon, ça dépend des voitures, 9 à 15 litres d'économie. Et donc ça fait des tonnes de CO2 qu'on aura économisé par jour sur la route de l'ammoniac balimé. Donc c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Donc comment arriver à réduire les émissions de CO2 directement à la source. Maintenant il y a les actions d'adaptation. Comment permettre aux gens de pouvoir vivre avec le changement climatique. Si par exemple, à cause du balancement de saison, on ne sait pas quand la pluie va tomber, il ne faut plus planter les maïs de 7 mois, 8 mois. Il faut planter un maïs de courte durée. Et tu ne sais pas quand la pluie va s'arrêter en chemin. Ça, c'est l'adaptation, par exemple, dans l'agriculture. Maintenant, il y a ce qu'on appelle renforcer la résilience
des sols, la résilience des hommes. C'est ce dont parlait Madame tout à l'heure. Donc de la nécessité de pouvoir accompagner les paysans à devenir solides, de façon à ce que, quelles que soient les crises qui vont arriver, quelles que soient les catastrophes, ces communautés puissent survivre. C'est en cela que l'agroécologie constitue une solution. Non seulement elle permet de développer une agriculture qui n'est pas basée sur l'économie de marché, sur l'économie du carbone, donc ça réduit les émissions de CO2, mais surtout, ça permet de produire bien, de produire ce qui nourrit l'homme, donc ça nous rend plus solides. Coronavirus est passé par là-bas. C'est là-bas qu'on a compris que finalement, l'agriculture africaine est solide. Pourquoi le corona ne nous a pas tués ici? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas on est plus chrétien que les Yogos. Non, c'est le modèle agricole. C'est ce que nous mangeons. C'est ça qui nous a sauvés ici. Vous voyez? Qui n'a pas pris de terre, tous ces machins, aïe, ces 3-6 derniers mois. Moi, j'ai fait, comment dire, le bain chaud avec les herbes. New York, chaque mois, je me mets, moi, je vais à Gossi, mais j'achète les herbes, je m'enferme dans la chambre. Il ne faut pas qu'un enfant vienne me voir, il va croire que je fais cérémonie. Je mets les quintés pleins sur moi, ça chauffe correctement. Corona n'a qu'à venir, on va voir. La pharmacopée traditionnelle, mais c'est l'agroécologie, c'est du savoir-faire. Nous mangeons correctement, Corona ne peut pas passer par nous. Il y a des êtres faibles, oui, que ça peut apporter. Donc, le changement, l'agroécologie constitue une solution qui permet non seulement de régler le problème du changement climatique, ce n'est pas tant de ça qu'il s'agit, mais surtout pour les paysans, pour les groupements, ça permet d'améliorer les conditions de vie, de nous rendre plus solides, et ça permet aussi de rendre nos sols plus vivants, de rendre nos cultures là, les jeunes peuvent s'intéresser, on peut raconter les contes, les histoires le soir, on peut faire nos cérémonies, l'Afrique va revenir. Donc voilà pourquoi nous on pense que, vraiment très honnêtement, il faut donner une chance à l'agroécologie. Pour l'instant, elle n'a reçu aucune attention de personne. En termes clairs, l'agroécologie permet de s'adapter et de lutter contre le changement climatique. Tout à fait. Voilà, chers invités, nous tirons doucement vers la fin donc, de cette émission. Justement que vous aurez des mots comme nos auditeurs qui vous suivent et qui vous écoutent actuellement sur les ondes, que vous savez bien quel message vous avez à leur laisser, M. Olka. Bon, nous, c'est quand même vous remercier beaucoup. Nous espérons que nous avons affaire pas à des consommateurs du Grand Cloto. Si le sont, nous aimerions que tout fils, toute fille du Grand Cloto devienne consommateur ou consommatrice. Je ne peux pas consommer seulement. C'est fini. Avant, on peut se permettre d'aller au marché, d'acheter et d'aller manger. Aujourd'hui, il faut être un acheteur responsable. M'appelle Dje, fika Dje a cho. M'appelle Akba, fika Akba cho. M'appelle Timati, fika Yodo Timati a l'eau. Ça, c'est la consommation. D'accord? Ce que je vais acheter, j'enrichis qui? J'enrichis Tassi Adjoano de Pelé-Gauvier ou j'enrichis John Smith en Europe ou bien Massaoui Macharab de Turquie. C'est ça la consommation. Tout citoyen doit devenir cela. C'est ça qu'il s'agit dans le Grand Cloto. Si je peux acheter quelque chose et ajouter 15 francs et je dis cet argent va enrichir une dame d'Agni à payer mes ou bien trop, je peux faire cela. Bon, donc ça c'est la première partie de l'action. Chacun doit devenir un consommateur intelligent, responsable. Maintenant, nous devons, l'heure de Sonan, comment on dit ça? Voilà, chacun doit pouvoir mettre la main à la pâte. Je dis souvent, avant on disait si tu mets au genou, Dieu va mettre sur la tête. Aujourd'hui, si tu mets ça au genou, ça va rester là-bas te regarder. Il faut mettre ça sur l'épaule. Toi, tu te débrouilles, ça arrive ici. Après, peut-être quelqu'un a passé, on dit bon, donc il faut que nous puissions nous-mêmes construire nos villes, construire nos cités. Rester là-bas pour dire bon, c'est les gens là, c'est les mairies, c'est eux qui bouffent, c'est terminé. Quand on dit séance budgétaire de la mairie, il faut aller regarder. De temps en temps, va voir monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez fait avec vos sous? Il faut interpeller le chef de village, interpeller le CDQ. Il y en a comme moi qui sont dans les quartiers, on ne sait même pas qui est le maire, on ne sait pas qui est le CDQ, on ne sait même pas qui est la chef des femmes. On est là seulement pour dire Manotonio Viadiko. Ça, c'est terminé ça. Donc notre message, c'est d'appeler tous les citoyens, du Grand Cloto surtout, à être de véritables citoyens responsables. C'est bien de ça qu'il s'agit. Mais nous-mêmes, chaque jour que Dieu fait, c'est un cadeau, c'est un présent.
utilisons-le avec des gestes de bonheur, de solidarité, de partage. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc, chaque petit geste compte. Si tu arrives à sauver une allumette aujourd'hui, tu as fait du bien aux générations de demain. Si tu arrives à sauver une tasse d'eau aujourd'hui, tu fais du bien aux générations futures. Donc, chaque geste compte. Nous sommes dans une économie, c'est que dans une famille, on appelle ça Swahili Ubuntu. J'existe parce que vous existez. Donc, la vie à part, tout ça, c'est terminé, il y a dans le grand plateau. Chacun doit se lever et participer. Nous voulons accompagner les 9 mairies, les 4 préfectures du Grand Plateau à amorcer une transition vers l'agroécologie. Nous ne vous disons pas un grand mot. Nous voulons tout simplement que ce qu'on produit dans le Cloto, ça nourrisse les fils de Cloto. Et quand on produit, qu'on ne fasse pas du mal à la terre. Pour nous, mais aussi pour les enfants du Grand Plateau de 2050, de 2070 et de 2100. Et j'espère que M. Gilles, vous serez là en 2100. Inch'Allah. Inch'Allah. Madame Lelognon, Oui. un petit mot. Ah oui, merci, monsieur Gilles. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais aujourd'hui, le constat que j'ai fait, si nous voulons un développement durable, il faut mettre la femme au centre. Parce qu'elle est l'éducatrice, la mère de foyer. Elle est aussi responsable des sociétés. Donc, il faut la mettre au cœur de ce développement, au cœur de ce changement, ce processus de changement. Donc, l'exercice de ma fonction m'a permis de comprendre ceci. Et nous devons impliquer la femme dans ce processus. Et pour l'agroécologie, le travail se fait déjà autour de ces groupements, l'accompagnement, mais il reste l'impact sur le terrain. Parce que malgré que nous les formons, ils n'arrivent pas à pratiquer, à mettre en pratique ces principes-là. Donc, on doit toujours les sensibiliser, les approcher pour qu'ils puissent mettre en valeur ce que nous les transmettons. Donc, je demande aussi aux fils natifs du Grand Cloto de retourner à leur identité. Nous sommes du Grand Cloto, nous sommes de Pelé, nous sommes d'Agou. Nous devons retourner à notre identité sur le plan agriculture, sur le plan culturel, tant que sur le plan, même dans le plan social, puisque même nous avons perdu cette cohésion sociale qui existait dans le Grand Cloto. Donc nous devons retourner à notre identité sur tous ces plans-là. Merci. Oui, M. Alouka. Oui, peut-être juste préciser un autre élément. C'est quand il parlait que ça devenait un peu intéressant. C'est la dimension du retour à nos sources. Si nous voulons réussir le développement de nos communes, de nos ménages, il nous faut être assez humble. Au village, on dit que si tu oublies quelque chose à la maison, tu prends ça, c'est pas vol. S'il vous plaît, nous avons laissé nos valeurs à la maison. Retournons les chercher. Nos déconus, nos traditions. C'est vrai, alléluia, Allah Koubarou, pas de problème. Et il n'y a même pas de contradiction, il n'y a même pas à poser ça. Nous pouvons être de bons chrétiens ou de bons musulmans, tout en sachant d'où nous venons. Nous devons absolument refonder notre africanité. Nous sommes venus de la vallée du Nil. Nous sommes des peuples qu'on ne peut pas détruire. Et dans nos traditions se cache ce savoir-là. Nos langues, la tête d'homme a dégbéa. Notre gastronomie, la terre la terre yokusia, vioré on a que loloa. Watedo akatagbea, allo yogbea. Est-ce que nos filles peuvent danser à triper? Voilà, ceux-là devront savoir ça. Si nous voulons développer notre milieu, un retour aux sources s'impose et que nous devons ouvrir nos yeux vers les alternatives qu'il y a aujourd'hui. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais il faut que nous apprenions à nous décoloniser, à déconstruire ce qu'on nous a appris à l'école. Moi, c'est ce travail que je fais. Je suis en train de me déscolariser. Je suis en train de vider mon esprit de ces mensonges qu'on nous a appris sur notre histoire, sur mes ancêtres. Non, je veux vivre en tant que digne fils de Pelé,
tout en sachant très bien comment l'histoire, comment le monde est organisé. Donc, c'est d'encourager les gens. S'il vous plaît, retournez au village avec vos enfants. Les sorciers sont morts. Retournons à nos traditions, retournons d'où nous venons, devenons vraiment africains. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Merci également, chers auditeurs de Radio Planète Plus, la voix du paysan. Monsieur Aluka Sina, directeur exécutif de l'ONG-JVE, merci d'avoir accepté notre invitation et au plaisir. Madame Lolognon, merci également. Vous êtes expert en développement local. Merci pour l'invitation. Voilà, nous remercions infiniment donc la télévision, l'équipe de la télévision Grand Cloto TV, Sylvestre et Yves. Merci à toutes et à tous. Au revoir.